Salut les copains, ici j'ai en main le S1R Mark II. Enfin, j'attendais qu'il y ait une version définitive de ce boîtier et pas un mock-up ou une version bêta pour pouvoir aller l'utiliser directement là où je fais de la photo. Alors en tant qu'ambassadeur, d'habitude Lumix m'envoie des versions bêta. Là, on a arrêté de faire ça. Je préfère attendre un petit peu, laisser les influenceurs vous parler de combien ils adorent ce boîtier puisqu'ils sont payés pour ça. Et moi, je préfère l'utiliser vraiment sur le terrain avec une version définitive, c'est-à-dire une version qui va pas me causer de soucis et sur laquelle je vais justement pouvoir avoir un avis sur ses fonctionnalités réelles, puisque les versions bêta, tu t'en doutes bien, elles sont encore en train d'être travaillées par l'engineering au Japon. Donc ceci est une version définitive du boîtier, j'ai pu le tester au Panama, j'ai pu le tester ailleurs aussi, mais on reparlera du Panama puisque je vous ai tourné quelques vidéos et puis on regardera ce qu'on peut faire en portrait, en animalier, en paysage avec ce boîtier. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire pourquoi j'aime bien ce boîtier, ce qui m'a vraiment plu dessus et ce qui m'a dérangé. Et avant que tu te poses la question, oui, je suis ambassadeur chez Lumix, donc c'est pour ça que j'ai ce boîtier, mais c'est aussi parce que je les aime, parce que je ne serais pas ambassadeur chez eux si j'aimais pas ces boîtiers-là. Évidemment, je suis pas teubé à ce point. Donc on y va de suite avec les trucs que j'aime bien et les trucs que j'aime moins bien chez Lumix. Alors d'abord, j'ai un message pour Lumix. Arrêtez d'appeler vos appareils photo avec des noms de droïdes claqués de Star Wars, le S1R Mark II, le S1R, le S5 Mark II, le S1X, mon cul sur la commode. C'est pénible, on s'y retrouve pas, donc s'il vous plaît, essayez de trouver des noms cohérents à vos boîtiers. Par exemple, chez Nikon, ils ont le Z5, Z6, Z7, Z8, Z9. En une seconde, je vous ai donné le nom de toute la gamme des appareils photo, c'est techniquement impossible à faire avec Lumix. Donc déjà, moi, un truc que j'aime pas chez Lumix, c'est les foutus noms de boîtiers. S'il vous plaît, arrêtez avec ça, c'est pénible. Surtout quand on fait des vidéos, c'est très compliqué à dire. Le S1R Mark II, tu vois, ça accroche de partout. Enfin bon, au niveau de la diction, c'est directement chez l'orthophoniste avec ce genre de truc, évidemment. Un deuxième truc qui me gonfle avec Lumix, et c'est probablement pareil avec toutes les autres marques d'appareils photo, soit dit en passant, c'est que quand vous sortez un nouveau boîtier, eh bien, on doit attendre presque 1 mois et demi avant que les logiciels qu'on utilise pour traiter les RAW soient à jour. S'il vous plaît, quand vous travaillez sur un boîtier, essayez de filer les informations rapidement à Lightroom et aux autres, là, Adobe, Luminar, etc., pour qu'on puisse travailler les fichiers RAW dès qu'on achète notre boîtier. Sinon, c'est super handicapant. On est obligé de remettre à 1 mois et demi, eh bien, le traitement de nos RAW ou simplement de différer l'achat de votre boîtier d'1 mois et demi, le temps qu'on soit sûr de pouvoir utiliser les RAW. Parce que vous comprenez que quand on travaille la photo, on travaille très souvent en RAW, à quelques exceptions près. On fera une vidéo pour parler aussi de la différence entre les RAW et les JPEG, qui utilisent les JPEG, qui utilisent les RAW, pourquoi c'est mieux d'utiliser les RAW que les JPEG dans certaines occasions et pas dans d'autres. Mais quoi qu'il en soit, quand votre boîtier sort, on ne peut pas l'utiliser avec les fichiers RAW. C'est chiant. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, on va passer très vite sur les trucs que moi j'aime bien chez Lumix. Alors ici, le S1R Mark II, qu'est-ce que j'aime bien sur ce boîtier? Alors déjà, c'est sa prise en main, elle est très ergonomique, elle est très facile parce que c'est un petit boîtier, il fait la taille quasiment d'un micro 4 tiers. Si je vous mets son ancêtre ici, le S1R à côté, vous voyez qu'on n'a pas du tout le même gabarit, d'accord? Il y avait un écran supplémentaire qui n'a jamais servi à grand chose, etc., etc. Donc quoi qu'il en soit, on a là un petit boîtier très léger qui permet justement d'être très versatile. C'est vrai que quand on va barouder quelque part, qu'on va dans les forêts, qu'on va dans la montagne, qu'on aime simplement se balader avec son boîtier, eh bien c'est agréable d'avoir un plein format qui fait la taille d'un micro 4 tiers sans que cela n'impacte ni la qualité photo ni son utilisation. Alors évidemment, il est un tout petit peu plus gros que les micro 4 tiers à certains endroits, en particulier au niveau de la poignée ici, pour qu'il puisse tenir correctement en main. Après, j'ai pas de très grosses mains non plus, donc si vous aviez des plus grosses mains, eh bien peut-être que vous le trouveriez trop petit. Donc là encore, il faut aller chez des êtres humains qui sont derrière un comptoir, qui ont une boutique, et se faire mettre les boîtiers dans la main quand on veut en acheter un. Moi, je vous conseille absolument jamais d'acheter du matériel sur Internet sans jamais l'avoir essayé. Allez dans des boutiques, là où il y a des êtres humains qui peuvent vous le prêter et vous le mettre en main pour que vous puissiez estimer si l'ergonomie de ce boîtier vous est favorable. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que ce boîtier qui est petit, léger et très versatile, eh bien il est bien pratique.
Après, il y avait une faiblesse chez Lumix jusqu'à présent. Cette faiblesse, c'était que quand on enlevait son objectif, eh bien, on se retrouvait avec le capteur qui était atténué. Maintenant, il y a un volet à l'intérieur du capteur et ça, merci beaucoup Lumix d'avoir écouté vos ambassadeurs et vos clients et d'avoir enfin mis ce volet qui tombe devant le capteur parce que oui, on n'a pas tous assez de pognon pour s'acheter plusieurs boîtiers montés de plusieurs objectifs quand on va quelque part. Et puis, on n'a peut-être pas le dos qui va avec puisque plus on rajoute de boîtiers et d'objectifs et plus tout ceci pèse lourd. Donc bien souvent, on n'a qu'un seul boîtier avec quelques objectifs qui nous font plaisir. Et quand on les change, en particulier en pleine nature, eh bien on se retrouve avec des stars sur le capteur. Et ça fait chier tout le monde. Alors autant en photo, en prenant un peu de temps sur Lightroom, Photoshop, etc., on peut enlever les stars du capteur. Ça fait chier, mais c'est tout à fait faisable sans que ça donne trop de maux de tête. Mais si on fait de la vidéo, par exemple, là, franchement, on a envie de se jeter par la fenêtre. Alors si on fait des vlogs et qu'on a besoin de mettre nos vidéos très rapidement sur Internet, ça nous fait chier, ça nous chie dans les bottes parce que il va falloir qu'on prenne 2 jours pour enlever toutes les stars de tous les plans. Et puis si on fait de la fiction, eh bien là, on se retrouve à devoir payer un mec pour le faire parce qu'effectivement, il vaut mieux que ça soit très bien fait, etc., etc. Donc le volet qui tombe devant le capteur, tout le monde le faisait, Lumix le fait maintenant. Merci Lumix. Alors je vous l'ai dit, Lumix nous a fait un boîtier qui est petit, élégant, léger, rationnel, particulièrement bien équilibré, mais ce qui est remarquable avec Lumix, c'est leur capacité à faire des boîtiers qui sont cohérents selon toute la gamme. Du micro 4/3 au plein format, on va tomber sur les mêmes boutons aux mêmes endroits et mieux encore, les batteries sont particulièrement bien foutues puisqu'elles sont interchangeables entre tous les boîtiers, qui soient micro 4/3 ou plein format. Donc ça aussi, c'est beaucoup d'économie en perspective. Alors, comment est-ce que ça tombe bien sous la main? Ici, j'ai mon index qui est sur le déclencheur, comme tous les appareils photo du marché, c'est bien foutu, ça tombe toujours sous l'index, mais derrière j'ai 3 petits boutons qui sont ici qui vont correspondre à la white balance, l'exposition et les ISO, 3 choses super intéressantes pour les photographes. Juste derrière j'ai une molette ici et j'en ai 2, j'en ai une autre de l'autre côté. Ces molettes sont en acier, donc ultra qualitatives. Il y a un petit bouton au milieu qui va me permettre justement de bloquer le fonctionnement de la molette pour éviter de les bouger accidentellement. Alors, qu'est-ce que je retrouve sur cette première molette qui est derrière mon déclencheur ici? Eh bien, je vais retrouver les modes photo, donc le mode manuel, le mode priorité vitesse, priorité ouverture, etc., plus C1, C2, C3, C4, C5 qui va me permettre de pouvoir pré-régler des fonctions de l'appareil photo directement accessibles grâce à cette molette. Donc ce sont des profils quelque part. Donc je vais vous donner un exemple qui est typique. Je vais dans la forêt tropicale, je sais que je vais faire du portrait avec des gens que je vais bien aimer prendre en portrait. Donc sur C1, je vais régler mon appareil photo pour faire du portrait avec ces personnes-là. Donc le bon autofocus pour faire du portrait, détection de rétine, etc., etc. Plus les ISO auto qui vont être capés, je sais pas moi, 200 à 1600 ISO en fonction de la luminosité, etc. Et ça, je vais les sauvegarder sur C1. Je sais que je vais trouver des animaux aussi au milieu de tout ce shooting portrait. Donc si je vois un animal qui me plaît bien, eh bien sur C2, je vais avoir réglé le profil de l'appareil photo pour les animaux avec la bonne détection animalière, etc., etc. Et puis sur C3, peut-être que je vais avoir réglé un truc pour pouvoir faire du paysage. Et ça, je peux aller jusqu'à C5. Donc c'est très pratique, c'est ici, juste derrière le déclencheur, d'accord? Ici, j'ai une autre molette, la même fonctionnalité ici du petit bouton pour bloquer la fonctionnalité de la molette. Sur cette molette, je vais trouver tout ce qui m'est utile pour les rafales, par exemple. Donc single photo, j'appuie, ça fait une photo. Le mode rafale de base, donc j'appuie, je laisse appuyer, ça va me faire une dizaine de photos dans la seconde. Et puis le mode haute rafale, celui-là, il va me faire 40 images par seconde et c'est directement disponible avec cette molette ici, plus la haute résolution, toujours sur cette molette-là, le retardateur et puis le truc pour faire les timelapses. Et en dessous de cette petite molette, je vais trouver une autre petite molette qui est à la base de la grosse molette qui va me permettre de sélectionner ou d'informer le boîtier que je veux l'utiliser en mode appareil photo, en mode vidéo ou en mode vidéo SNQ, mais ça on en parlera dans une autre vidéo si un jour j'ai envie de vous parler de vidéo. Derrière ce boîtier, je vais avoir tout un tas de boutons qui me sont particulièrement utiles, mais en particulier celui-ci. Celui-ci, il va me permettre de sélectionner mes modes d'autofocus, donc manual focus, continuous focus, single focus, et en appuyant au milieu, je vais pouvoir sélectionner ou dans mon viseur ou sur mon écran
avec le doigt ou avec la molette, eh bien, tous les collimateurs et le positionnement des collimateurs qui me font plaisir pour le travail que je suis en train de faire. Bref, tout est particulièrement ergonomique. Sur le devant, j'ai d'autres boutons qui sont ici que je peux littéralement paramétrer d'une manière assez déconcertante, puisqu'il suffit de laisser le doigt appuyé sur un bouton pour que le menu apparaisse ici et qui vous demande qu'est-ce que vous voulez mettre sur ce bouton. Bah, je veux mettre ça, par exemple. Voilà, donc j'appuie sur le ça en question et d'un seul coup, mon bouton est tout à fait utilisable. Et un dernier truc vraiment coolos qu'ils ont remis sur le S1R Mark II, qui avait sur d'autres boîtiers, puis qu'ils ont enlevé et qu'ils ont enfin remis, c'est cette espèce de bouton ici que je vais pouvoir actionner. Et quand je vais actionner ce bouton-là, eh bien ça va bloquer littéralement toutes les fonctionnalités de mon appareil photo de telle manière que je ne pourrai pas accidentellement changer l'ouverture ou la vitesse en tripotant les molettes de manière tout à fait involontaire. Voilà, donc l'ergonomie de ce boîtier est absolument parfaite et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont préférer les ergonomies d'autres marques, mais je vous le dis, pour utiliser encore beaucoup de marques d'appareils photo, je trouve que Lumix est largement en avance sur les ergonomies de ces boîtiers et ça fait du bien à utiliser. Un autre truc ergonomique quelque part qui permet d'utiliser ce boîtier mais absolument comme on a envie de l'utiliser, c'est son foutu écran. Alors d'abord, enfin l'écran, je peux le mettre dans l'axe justement de mon objectif. Ça me permet justement d'être plus stable ou en tout cas d'être plus précis dans ma faculté à pouvoir prendre des photos correctement cadrées, sachant que je peux aussi l'incliner vers le bas, ça pose pas de problème, mais je peux aussi ouvrir cet écran, le mettre ici, le mettre comme ça, le mettre comme ça. Si j'ai envie de prendre ça dans une foule ou par-dessus une foule ou par-dessus un mur par exemple, mais aussi si je veux l'utiliser en mode vlog. Là, je peux me filmer moi-même en vérifiant ce que je fais sur mon écran, etc. etc. Donc, cet écran articulé est particulièrement solide. Vous pouvez le prendre dans tous les sens, le secouer comme vous voulez. D'ailleurs, comme tout le boîtier est une merveille. Il est tout terrain. C'est-à-dire que moi, je l'ai... maltraite mes boîtiers, hein, c'est mon travail d'ambassadeur de regarder jusqu'où ils peuvent aller. Et aujourd'hui, on a atteint un degré de solidité de ces boîtiers qui est complètement ridicule. Franchement, bien joué à celui qui l'aura pété. Alors évidemment, on peut toujours péter un boîtier, c'est pas un problème. Mais à l'utilisation normale comme ça, on peut ne pas faire très attention à ce qu'on fait et ne pas craindre que ce boîtier soit mis en défaut. Il est particulièrement tropicalisé aussi, à condition que vous ayez un objectif tropicalisé monté dessus, puisque si vous mettez un objectif non tropicalisé, eh bien évidemment, l'eau passera quand même à travers le compartiment capteur, ce qui va vous rendre triste inévitablement. Voilà, donc c'est un boîtier qui est excessivement solide aussi. Voilà, pour finir avec ce boîtier, il fait 44,3 millions de pixels, ce qui est largement suffisant pour faire tout le travail que vous avez besoin de faire, sachant qu'en plus de ça, il y a ce mode Pixel Shift haute résolution, comme l'appelle Lumix, qui vous permet à main levée. Alors ça, on va en parler vite fait parce que c'est phénoménal. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les autres fabricants. Nikon, par exemple, ils ont un mode Pixel Shift sur le Z8, d'accord, qui permet justement, avec le mouvement du capteur, grâce à la stabilisation du capteur, eh bien, de pouvoir faire un assemblage de plusieurs photos. Sauf que chez Nikon, ben, les photos, ils vous les prend et vous les assemblez vous-même sur votre logiciel. Donc, Inch'Allah, ça a marché. Inch'Allah, ça n'a pas marché, mais vous vous en rendrez compte que quand vous aurez monté vos photos sur votre ordinateur. Alors que là, avec le Lumix, eh bien, l'assemblage des photos est directement fait en RAW dans le boîtier à l'instant même où vous aurez fait votre photo haute résolution. Donc ça, c'est super pratique. La deuxième chose, c'est que chez Nikon, quand vous allez vouloir faire du Pixel Shift, vous allez devoir le faire sur un truc qui bouge pas avec un trépied. Évidemment, pour pas faire bouger l'appareil photo parce que le temps qu'il fasse la translation du capteur, eh bien, ce qui aura bougé sera flou. Et là, grâce à l'IA, et au nouveau processeur qui est à l'intérieur de Lumix S1R Mark II, et ça marchait déjà très bien sur le G9 Mark II et le GH7 si je me souviens bien, eh bien vous allez pouvoir faire cette photo haute résolution à main levée et en plus de ça, l'IA est tout à fait capable de reconnaître ce qui aura bougé dans une photo. Par exemple, vous prenez une plage avec un peu de vent, ça fait bouger un palmier. Eh bien, le logiciel à l'intérieur du boîtier plus son processeur L-Square de dernière génération va pouvoir remplacer les pixels qui ont bougé de manière tout à fait instantanée pour vous faire une photo bright shine directement montée à l'intérieur du boîtier. Et ça, il n'y a aucun autre fabricant au monde qui le fait. Donc, vous allez pouvoir très aisément sortir des photos de 170 millions de pixels aussi simplement qu'en prenant une photo. Et ça, c'est merveilleux. Sachant que donc ce boîtier fait 44 millions de pixels, ce qui est largement suffisant pour faire la plupart des travaux dont vous avez besoin.
Pour info comme ça, quand j'ai commencé moi la photographie d'art, les galeries me demandaient évidemment des photos qu'on pourrait imprimer en en grand format. Et j'avais un appareil photo qui était dans mes moyens, qui était un D90 de Nikon, qui faisait 12,1 millions de pixels. Et avec ces 12,1 millions de pixels sortis d'un APS-C, eh bien on pouvait déjà faire des impressions qui faisaient dans les 1,50 m pour le côté le plus large. Donc avec 44 millions de pixels, vous voyez très bien ce que vous pouvez faire. Alors la question est la suivante, c'est est-ce que j'ai besoin de 44 millions de pixels si par exemple je ne mets mes photos que sur Instagram? La réponse évidemment est non. N'investissez pas dans un boîtier avec une telle définition si vous mettez vos photos sur Instagram. Évidemment, prenez quelque chose de moins cher, achetez-vous des beaux objectifs, faites-vous plaisir, mais n'allez pas dans ces gammes de prix. Et puisqu'on parle des gammes de prix d'ailleurs, parlons du prix de ce boîtier et voyons à quel point Lumix est en avance sur les autres fabricants, même au niveau du prix. Alors ce boîtier, ça aussi c'est une merveille. C'est fabriqué en cohérence avec Leica, donc la qualité photographique, elle est indiscutable. Les objectifs qu'on va trouver, qui sont fabriqués par Sigma, qui sont fabriqués par Lumix, sont absolument merveilleux, quoi qu'il arrive. Vous savez, Sigma, c'est quand même une de mes marques préférées d'objectifs. On en reparlera peut-être un jour dans une autre vidéo. Donc là, on a quelque chose qui s'apparente, d'après moi, au meilleur Leica du marché, surtout le rapport qualité-prix. Donc un boîtier comme ceci, ça sort à 3 600 €, 44 millions de pixels, 40 images par seconde, de la vidéo qui tourne à 8K, etc. etc. Dans un boîtier à 3 600 €, c'est introuvable. Son premier concurrent, on va dire son principal concurrent à ce boîtier, c'est le Z8 de Nikon. Et celui-là, il a déjà presque 3 ans et il sort encore à 4 600 € boîtier nu. Donc, on est littéralement 1000 € en dessous d'un boîtier qui a déjà 3 ans et qui est le principal concurrent de ce boîtier. Donc, pourquoi pas se faire plaisir avec un boîtier de dernière génération, avec tous les systèmes de stabilisation complètement invraisemblables qu'on connaît chez Lumix. Il faut savoir qu'avec ce boîtier, je peux descendre à 1 seconde et demie à main levée sans que ça me pose de problème. La montée en ISO, elle est phénoménale grâce au nouveau processeur qui est à l'intérieur. On a un pixel shift à main levée qui est capable de reconnaître ce qui a bougé, de vous changer les pixels et de vous monter la vidéo directement en interne. On a aussi le mode timelapse qui est monté directement en interne, en point move si vous en avez envie. Et il y a peu de marques qui font ça, sachant que, j'avais dit qu'on n'en parlerait pas, mais on va parler un peu de vidéo, ça tourne en 8K, donc qui peut le plus, peut le moins, ça encaisse les objectifs anamorphiques sur ce truc-là. On mettait un objectif anamorphique, vous lui dites j'utilise un anamorphique avec une anamorphose de 1.80 par exemple, il vous desqueeze le merdier et en plus il vous le stabilise. Et les stabilisations de chez Lumix, on plus besoin d'en parler, elles sont absolument merveilleuses. Donc, on a un boîtier ici qui est dans sa gamme de technologie, 1000 € de moins que tous les autres boîtiers identiques à celui-là, peu ou prou, que vous allez trouver sur le marché. Donc pourquoi se priver d'un très bon appareil photo avec une technologie développée en cohérence avec Leica quand on peut se le payer moins cher que n'importe quel autre boîtier? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour le S1R Mark II. Et très rapidement, on va aller faire de la photo animalière avec. J'ai déjà les vidéos qui sont presque prêtes. Là, j'attendais que les logiciels puissent me permettre de lire correctement les RAW et de pouvoir les retravailler pour vous faire des photos les plus jolies possibles pour que vous puissiez voir comment ce machin-là fonctionne sur de l'animalier, du portrait, etc., etc. Donc, très rapidement, on se retrouve avec le S1R pour regarder un petit peu comment on peut travailler sur le terrain avec ce boîtier, parce que c'est bien beau de vous faire un blabla comme ça d'influenceur, mais la vérité, c'est que le mieux pour voir comment ça marche, eh bien, c'est d'aller le tester sur le terrain. Voilà, ici, ce sont bien des oreilles de lapin. Avant de me poser la question, j'aime bien foutre des petits trucs parce que le petit merdier en plastique sur la griffe des appareils photo, on le perd tout le temps là. Moi, je sais pas ce qui se passe avec ce truc. C'est un peu comme la deuxième chaussette de votre paire de chaussettes dans la machine à laver. Ce truc-là, tu finis toujours par l'enlever pour foutre une griffe de flash ou n'importe quoi et tu sais jamais où tu le fous. Donc, sur Internet, tu trouves des petits trucs en caoutchouc comme ça qui représentent des petits diables, des petites oreilles de lapin, des petits nuages, des petits panneaux taxi que tu peux foutre dessus. C'est plus rigolo en plus. Voilà.
voilà, et ça se perd moins facilement, visiblement, puisque je l'ai pas encore perdu. Bon, allez, je vous fais un bisou, on se retrouve très rapidement sur cette chaîne pour parler voyage. On ira au Panama, on ira aux États-Unis, on ira, là je vais à Los Angeles demain, donc suivez-moi aussi sur Instagram de telle manière que vous puissiez voir un petit peu l'envers du décor de ces vidéos, et surtout sur Instagram, je dis des trucs que je peux pas dire ici sur YouTube parce que sinon je me ferai interdire ma chaîne évidemment. Voilà, donc demain rendez-vous à Los Angeles pour aller faire de la photo d'art, hein. Je vais aller chercher les sujets que moi j'aime bien mettre en galerie, donc généralement ce sont des vieux avions ou des belles voitures, ou en tout cas des vues de Los Angeles un peu typique Americana des années 50, 60, 70. Voilà, donc un petit voyage à Los Angeles, ça fera du bien à tout le monde. Je vous fais un bisou, à très vite.